Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live Facebook du think tank citoyen pour l'Afrique de l'Ouest Ouati. Aujourd'hui, nous avons une conversation sur l'entrepreneuriat féminin avec comme invitée Madame Mafoudia Kamara Aïdara. C'est un live qui s'inscrit dans le contexte d'un projet que nous sommes en train de mettre en œuvre depuis le mois de janvier 2021, qui concerne un peu la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale au Sénégal. L'idée, c'est un peu de voir quelles sont les difficultés les plus marquantes que les femmes rencontrent pour avoir accès aux ressources économiques et comment est-ce que les mécanismes d'accompagnement qui sont mis en place justement pour permettre aux femmes de mieux s'en sortir économiquement prennent en compte la grande diversité que représentent les femmes, prennent en compte les besoins qu'ont les femmes actuellement au Sénégal en termes d'entrepreneuriat et en termes d'accès aux ressources économiques. Comme vous pouvez le voir normalement défiler, le projet a commencé depuis le mois de janvier, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et il y a une série d'entretiens qui sont menés avec différentes femmes provenant de différentes catégories socio-professionnelles qui nous parlent, qui nous donnent leurs perceptions, leurs avis par rapport aux inégalités, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine économique, mais aussi dans la vie de tous les jours, dans le domaine social. Et comme vous pouvez le voir, on a déjà plusieurs vidéos qui sont déjà publiées sur le site de Ouati avec différentes femmes qui sont soit expertes ou elles-mêmes actives dans un certain domaine, qui partagent avec nous leurs avis. Et aujourd'hui, on a comme invité Madame Mafoudia Kamara, qui elle-même est très active dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. Et je m'en vais vous faire une rapide présentation de notre invitée. Elle est sortie d'une école de commerce avec un BTS en action commerciale, management des organisations commerciales et un MBA en marketing et management des industries de luxe. Et elle a fait une grande partie de sa carrière professionnelle dans la vente pour des industries de luxe. Et aujourd'hui, elle est chef de projet pour une compagnie pétrolière et elle est chargée un peu de mettre en place un réseau de boutiques de concept store. Très active pour l'accompagnement des femmes, elle est devenue coach et au quotidien fait de son mieux pour accompagner les femmes, pour voir quels sont leurs besoins en termes d'entrepreneuriat, quelles sont les difficultés et les aider à mieux les contourner pour justement mener à bien leurs activités et aller vers une autonomisation. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Mafoudia juste pour un mot de bienvenue. Mafoudia. Merci beaucoup, Mariam. Merci à Ouati de m'avoir fait confiance pour traiter des sujets dans l'entrepreneuriat. C'est toujours un plaisir d'y participer et éventuellement d'aider vos followers sur Facebook et d'aider aussi les femmes dans l'entrepreneuriat. Étant donné que je me suis découverte une vraie passion pour, justement, pour le développement de l'entrepreneuriat et surtout des femmes. Merci beaucoup pour ta disponibilité et ta générosité à partager ton expérience avec nous et les différents followers. Alors, je co-anime ce live avec mon collègue Fadel Diop, qui est chargé de recherche à Ouati, à qui je vais donner la parole pour la première partie de ce live. Merci. Merci beaucoup, Mariam. Merci beaucoup, Mafoudia, pour cette belle mise en bouche. Nous allons directement attaquer le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons discuter d'entrepreneuriat. Mafoudia, oui. La première question que j'ai en tête, c'est de te demander qu'est-ce que cela signifie d'être entrepreneur? Qui est entrepreneur en réalité? Au Sénégal, on voit beaucoup de femmes qui s'activent dans le commerce. Je disais qu'au Sénégal, il y a beaucoup de femmes qui s'activent dans le commerce, la vente de biens et de services, et dans plusieurs services. Donc, qu'est-ce qu'être entrepreneur? Est-ce qu'il n'y a pas plutôt un mimétisme plutôt qu'un entrepreneuriat réel? Alors, si on regarde la définition qu'on peut trouver, par exemple, sur Google, à savoir qu'est-ce qu'un entrepreneur, c'est une personne qui agit seule, qui assume ses actes, où il n'y a aucun lien de subordination juridique avec une quelconque personne. Et donc, si on veut faire une comparaison, on compare un entrepreneur à un salarié qui, lui, est soumis à une personne, à une juridiction et tout ça. Donc, quand on voit un taux de chômage de 16,7% qu'on a noté au 4e trimestre 2020, il est normal qu'on se retrouve avec énormément d'entrepreneurs. C'est la configuration économique du pays, démographique et sociale, qui fait que c'est normal qu'on ait énormément d'entrepreneurs.
Et encore, je me dis heureusement, parce que c'est soit pour subvenir à ses besoins, on a un emploi, mais si on n'arrive pas à en avoir un, il faut bien faire quelque chose, soit on est hors la loi, on va se mettre à voler, faire de la prostitution, et j'en passe, des actes contre nature. Et je pense que devenir entrepreneur est beaucoup plus louable que d'aller vers un chemin qui n'est pas forcément bon, ni pour le pays, ni pour la personne. Donc certes, il y a un mimétisme, mais il y a un mimétisme qui est fait de surcroît pour juste, c'est un instinct de survie. Parce que ces deux voies, soit on a une voie dans un pays qui nous permet d'avoir un emploi stable, bien rémunéré pour pouvoir subvenir à ses besoins. À défaut, quand on n'en a pas, il faut bien trouver comment vivre, comment manger, comment survivre avec sa famille ou seul. Et la seule voie qui s'offre à nous, et cette facilité qu'on a quand même en Afrique, il faut quand même le dire, parce que ce n'est pas aussi simple dans les pays en Occident, c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que cet entrepreneuriat est beaucoup plus poussé dans le milieu des femmes, il l'est aussi dans le milieu des hommes, hein, mais quand même beaucoup plus poussé dans le milieu des femmes, parce que certaines femmes, la plupart, n'ont pas forcément accès à l'éducation, certaines sont contraintes d'arrêter l'école très tôt. Voilà, et on a ces femmes qu'on appelle djambar, quand même au Sénégal, qui sont très tôt amenées à trouver un moyen d'arrondir soit les fins de mois du chef de famille, du père de famille, du frère, voilà, toute personne de la gente masculine, ou bien qui, parce que la vie a été cruelle, il n'y a plus de mari, il n'y a plus de soutien familial, et donc se retrouve à devoir faire des petites ventes. On commence, le plus simple, c'est la petite table qu'on retrouve devant une maison, où on va se mettre à vendre soit des légumes, soit des guertetiaf, soit des snacks, comme on peut appeler, des petites grignoteries, donc voilà, qui ne demandent pas forcément un grand investissement, et donc voilà. Donc certes, il y a un mimétisme, mais ce mimétisme, il est nécessaire. Après, quand on parle d'entrepreneuriat, notamment réel, est-ce que c'est un entrepreneuriat qui a tous les codes? Là, je dirais non. Effectivement, dès qu'on a un peu de fonds, même à partir de 500 francs, on peut entreprendre. Oui, 500 francs, on peut entreprendre. Parce que lorsque j'ai animé dans un groupe et que j'ai posé la question à partir de est-ce qu'il y avait des idées business à partir de 500 francs, et croyez-moi, toutes les femmes, il y en a beaucoup qui vont trouver des idées business à 500 francs. Donc, je pense qu'avoir 500 francs n'est pas forcément compliqué au Sénégal. Donc, si à partir de 500 francs, je peux faire un rouille, à partir de 500 francs, je peux acheter du bissap et mettre du sucre, là, je pense que on devient déjà entrepreneur. Donc, voilà. Vous le dites, hein, le financement est une dimension importante. Avec 500 francs, on peut entreprendre. Mais pour aller à un certain niveau, il faut un certain degré de financement. Alors, il y a de plus en plus de mécanismes de financement au Sénégal, mais malgré la présence de ces mécanismes, les femmes rencontrent toujours des difficultés liées au financement de leur activité entrepreneuriale. Pour vous, quelle en est la raison? Est-ce que c'est parce que ces mécanismes ne connaissent pas vraiment les besoins réels des femmes? Non, je pense que ces mécanismes connaissent les réels besoins des femmes. C'est vrai qu'on a des difficultés à accéder à nos financements, mais parce que pour accéder à un financement, il y a un document qui est nécessaire. Et ce document est soit coûteux ou soit compliqué à faire quand on n'en a pas les compétences. Et ce document, c'est le sacro-saint business plan. Sans business plan, on ne peut avoir aucun financement, à moins que ce soit un don d'une personne voilà, qui généreusement donne de l'argent. Hormis cela, on ne peut pas accéder à un quelconque financement, aussi bien pour une subvention qu'à la banque ou quelconque organisme, ce n'est pas possible. Et ce business plan est compliqué à faire. Il est long parce que ça demande un gros travail de recherche, et forcément, si on n'a pas ni le niveau scolaire, universitaire pour pouvoir le faire, on ne peut pas faire un business plan. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se présenter devant n'importe quel organisme, quelle que soit la volonté qu'on ait, pour aller demander un financement si on ne peut pas fournir un business plan. Et justement, ce business plan, comme il est compliqué à faire, comme il est long, et certains, quand on passe par certains cabinets, c'est cher parce que ça demande vraiment un gros travail, aussi bien sur un travail de marketing, de finance, voilà, ça regroupe plein d'informations qui vont être du genre
de carte d'identité de l'entreprise et qui vont permettre de crédibiliser le projet de cet entrepreneur. Et faute de ce document, ben, beaucoup de femmes se retrouvent sans avoir de financement. Donc voilà. Je vais passer la parole à Mariam qui a une question pour vous. D'accord. Merci beaucoup, Fadel, et merci, Mafoudia, pour ces premières réponses. Alors, moi, j'ai une question par rapport à la dernière réponse que tu viens de donner. Oui. Même s'il y a des prérequis qui doivent être rassemblés pour que les femmes puissent bénéficier de ces financements-là, on se rend compte que même pour celles qui arrivent à avoir cette identité-là par rapport à leur business, qui arrivent à remplir les conditions nécessaires, c'est souvent compliqué. Est-ce que ce n'est pas parce que des fois, c'est le financement qui n'est juste pas adapté, au-delà des procédures administratives et tout ça? Alors, c'est vrai qu'il y a différents types de financement. On peut avoir des subventions, on peut avoir des banques qui font des petits prêts, mais avec des taux très élevés, qui demandent aussi des garanties. Je ne vais pas faire de la publicité, mais on a certaines petites banques de microcrédit qui proposent, mais on vous demande des garanties. Si la garantie était là, on ne prendrait pas ce financement. Ça, c'est évident. Mais je pense que le frein principal chez ces femmes, c'est qu'elles n'organisent pas leur vie, comme j'en avais parlé même lors de notre ancien interview. Il y a des préalables avant de devenir un entrepreneur. C'est-à-dire qu'on ne se lève pas, on devient un entrepreneur. Il faut déjà psychologiquement être prête à être un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, si on pense que ça y est, je deviens entrepreneur et ça y est, je vais gagner de l'argent, on se trompe. C'est des obstacles et des épreuves à n'en plus finir. Donc, quand on n'a pas le mental déjà pour pouvoir faire face à tous ces obstacles, c'est compliqué. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, il y a le mental, l'état d'esprit qui joue. Donc, ça peut être un frein. Donc, déjà, quand on n'a pas le mental, quand on va voir un organisme de financement et qu'on leur dit oui, je veux un financement et qu'on vient, on vous dit il faut un business plan et que toi, par exemple, tu sais que tu n'as pas le niveau pour faire un business plan, ben déjà, si tu n'as pas le mental, tu vas te décourager. Alors que non, on te dit qu'il faut un business plan, tu vas devoir faire preuve d'avoir un peu de persévérance, d'abnégation pour pouvoir dire je vais aller voir comment faire un business plan. Après, il faut avoir un côté un peu curiosité intellectuelle pour dire bon, je vais aller sur Internet, c'est quoi un business plan, comment on le fait, et bon, si tu as les moyens, tu te fais accompagner. Dans le cas contraire, tu te débrouilles et tu le fais toute seule. Il faut savoir un peu se débrouiller intellectuellement et pas tout le temps attendre qu'on fasse tout, qu'on t'amène tout sur un plateau d'argent. Et souvent, au Sénégal, en Afrique, c'est le grand problème. On attend que tout nous soit déposé sur un plateau d'argent et que tout soit fini et après, on veut en récolter les résultats. Non, il faut nous démoutiver. Hein? Et donc, ensuite, bon, forcément, il faut avoir déjà le mental. Ensuite, il faut persévérer. Forcément, une fois qu'on a le financement, après, il faut savoir le gérer. Il faut aussi organiser sa vie familiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, mais que tu n'as pas, je donne un exemple très simple, tu n'as même pas de bonne pour s'occuper de tes enfants, c'est compliqué. Tu dois aller sur des foires pour aller monter des produits à vendre et que tu veux partir avec tes enfants, un enfant en bas âge, c'est compliqué. Ce sont des freins à l'entrepreneuriat. Et donc, ça demande une organisation familiale quand même bien huilée pour qu'on puisse entreprendre et tout ça. Après, il y a la composante aussi conjugale, c'est-à-dire que les maris ne sont pas à laisser en rade. Donc, une femme qui est avec un mari qui ne l'accompagne pas dans cette volonté d'entrepreneuriat, c'est un très gros problème. Et d'ailleurs, quand je fais mes coachings, c'est le premier point que j'aborde et que je regarde parce que s'il y a ce problème-là, je lui dis, écoute, c'est pas la peine d'y aller, ça ressortira et ça va t'amener des problèmes avec ton époux. Donc, l'association de ces petits points font que c'est un gros frein dans le développement de ces activités entrepreneuriales. Justement, ça rejoint un peu la première question par rapport au fait que la plupart des femmes décident de se lancer dans l'entrepreneuriat, soit par mimétisme ou bien pour survivre, parce que on peut se dire que si vraiment elles le faisaient par passion, avec un but clair dès le début, elles feraient le nécessaire quand même pour se mettre dans cet état d'esprit de réunir toutes les prédispositions qui sont nécessaires en elles-mêmes, au-delà du financement pour mener à bien leurs activités. Oui, tout à fait. Vous savez que la plupart des messages que j'obtiens sur Facebook, c'est voilà, j'ai tel fonds, je veux une idée de projet.
ou bien voilà, j'aimerais bien me lancer, donne-moi une idée. Déjà, moi je ne fonctionne pas comme ça. Pour moi, c'est pas des idées de projet, il y en a à l'appel. À partir d'un simple besoin, on peut créer une idée de projet. Je vous donne un exemple. La dernière fois, je voyais un post, je voyais les bienfaits du savon du Ghana. Et sauf que je me suis dit que le savon du Ghana, dans son papier ciment, c'est pas hygiénique, vous le mettez dans sa salle de bain, ça salit partout, voilà. Je me suis dit, mais il n'y a personne qui en a fait un gel liquide qui est beaucoup plus hygiénique, qui est beaucoup plus joli, voilà, mieux présenté. Certes, j'ai eu des réponses, mais je me suis dit, bon, créez-moi ce produit. Créer ce produit, ça peut répondre à un besoin. S'il y a d'autres personnes qui sont un peu plus méticuleuses comme moi, ben, c'est un produit concret. Et juste pour vous expliquer qu'une idée de projet peut partir d'un besoin. Comme pareil, quand je dis, chaque fois quand elles me posent ces questions, je leur demande quelles sont vos passions, qu'est-ce que vous aimez faire. Parce qu'aujourd'hui, face aux difficultés de l'entrepreneuriat, face aux freins, face aux obstacles, je me dis qu'on peut tenir face à ces obstacles que si on est passionné. Si on ne l'est pas, à la première épreuve, on va baisser les bras. Donc, et c'est vrai que ces femmes ont, soit parce qu'elles ne connaissent pas aussi leur passion, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce qu'elles aiment. Elles ne sont pas capables de vous dire, moi j'aime faire ça, et à partir de là, on peut créer une idée business. Donc, j'aide aussi beaucoup de femmes qui sont salariées et qui ont besoin de découvrir quelles sont les passions pour les transformer en idées business. Donc ça, effectivement aussi, c'est un problème. C'est un manque de connaissance de soi et qui est nécessaire quand on est entrepreneur parce qu'on doit pouvoir connaître ses failles, donc à améliorer et connaître ses points forts pour pouvoir aller vers de l'avant. Connaître ses points forts pour pouvoir aller vers de l'avant. Et c'est très intéressant cette discussion parce que d'habitude, lorsqu'on adresse l'entrepreneuriat féminin, la principale remarque qui vient, c'est que les femmes ne sont pas suffisamment accompagnées, elles n'ont pas suffisamment accès au financement. Mais là, avec l'évolution, on se rend compte quand même que l'argent, ce n'est pas le plus difficile à trouver. Et donc, il faut qu'elles-mêmes, elles développent ces prédispositions. Alors, j'ai une autre question. Selon vous, selon toi, quelles sont les actions concrètes sur lesquelles les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial, ça peut être les décideurs publics, mais aussi les acteurs privés, doivent plus se focaliser pour plus et mieux accompagner les femmes, que ce soit par rapport à l'accès au financement, mais aussi par rapport à leur développement personnel? Je pense que dans un premier temps, peut-être des panels, des séminaires, des formations sur le développement personnel devraient être nécessaires. Les différents organismes tels que ministère de la Femme, ministère de la Formation professionnelle doivent pouvoir proposer sous forme de séminaires, sous forme de salons, ce genre de colloques pour inviter ces femmes à participer à cela. C'est d'abord le premier point pour pouvoir développer les prédispositions d'un entrepreneur. Ensuite, il faudrait aussi qu'on puisse avoir des structures pour pouvoir permettre aux femmes de se regrouper entre elles pour faire des partages d'expériences, des maisons de la femme. Voilà, pas où forcément on est là que pour parler de nos problèmes, mais pour qu'on puisse parler, voilà, de voir des success stories, des personnes qui ont réussi, qui viennent partager avec d'autres pour créer chez elles cette motivation, ce leitmotiv pour leur dire que ah, elle a réussi, donc moi aussi je peux réussir. Les maisons des femmes, pour moi, chaque quartier devrait avoir une maison de la femme. En France, on a ce genre de maison. Voilà, c'est des lieux où quand une femme, par exemple, a des problèmes de violence conjugale, elle peut venir là-bas. Des assistantes sociales viennent là-bas. Des aides de chargés à l'emploi viennent là-bas pour les aider à refaire leur CV, des choses comme ça, qui permettraient, financées par l'État bien sûr, hein, qui leur permettraient d'avoir un endroit pour se retrouver et pour pouvoir avancer, sortir un peu de leur environnement et aller vers quelque chose d'aimer comme si d'un fait en fait. Donc, et là, ça aiderait, ça serait beaucoup plus pertinent et ça sera facile. Ensuite, il faudrait avoir un volet juridique. Un volet juridique parce que quand on est entrepreneur, on doit faire face à des obligations juridiques et c'est important que ces entrepreneurs prennent en compte ce volet parce que c'est souvent un volet qui n'est pas pris en compte et moi, j'insiste beaucoup avec mes clients parce que justement, je ne veux pas qu'une femme commence une activité et se retrouve après à avoir des soucis.
avoir des soucis parce qu'elle n'a pas cadré son projet sur le volet juridique. Et donc ça, il n'y a pas pire que pouvoir faire tomber une activité. Donc ça, c'est très important. Il y a aussi le volet fiscal. Il y a aussi le volet fiscal sur lequel il faudrait, je ne sais pas, le ministère du budget ou des impôts doivent pouvoir permettre une journée d'information, je ne sais pas, voilà, pour les entrepreneurs, connaître. Voilà, c'est des choses que les ministères doivent mettre en place. Pour les gens qui veulent, pour favoriser cet entrepreneuriat, c'est très important. Ensuite, bon, juste peut-être développer peut-être d'autres coachs. Moi, je sais que en termes de prix, souvent mes consoeurs sont excessivement chères, donc c'est pas accessible à tout le monde. Moi, j'ai essayé vraiment de caler mes prix sur vraiment ce qu'un entrepreneur doit être en mesure de pouvoir payer. Donc, si on était nombreuses à pouvoir proposer des prix plus accessibles, ça serait déjà bien. Ça leur faciliterait d'inner may fit, comme on dit, pour qu'elles puissent se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais si on veut venir tabler sur des 100 000, 150 000 et plus, bon, si elles avaient la possibilité d'avoir ce montant, elles se lanceraient avec ces 100 000. Donc, il faut s'adapter à ce que l'entrepreneur peut payer. Donc, voilà ce que je vois dans l'écosystème. Après, effectivement, il y a des groupes Facebook de femmes. On parle quand même un peu plus d'entrepreneuriat. Vraiment, on fustige même quand on est trop dans ce côté homme, femme, monogamie, polygamie, pour leur dire apprenez à vous débrouiller un peu toute seule. Arrêtez à trop vous focaliser sur les problèmes de couple. Bon, à mon ligué, si tu avais une activité, tu ne serais pas là en train d'être là, faire focus sur ta coépouse ou sur ton mari ou sur ta femme. Donc, c'est important que les femmes s'occupent l'esprit. Après, il y a un gros volet formation. Il faut absolument que les femmes acceptent de se faire former. Formation ne veut pas dire forcément, allez, ça y est, il faut que j'aille dans une école, payer X millions. Il y a des formations gratuites. Vous avez une connexion. Au lieu de passer votre temps sur les anneaux, au lieu de passer votre temps à regarder les séries, au lieu de passer votre temps à faire des choses qui ne vous apportent pas, mais prenez 1 heure de votre temps pour aller vous former sur Internet. C'est gratuit. Il y a des blogs, il y a des forums, il y a des choses. Même dire je vais faire 1 heure, je vais regarder sur quoi, sur la finance. Vous prenez un truc simple, vous pouvez vous former. Et c'est déjà un premier volet de formation que vous prenez et que c'est gratuit. C'est juste le prix de la connexion. Donc c'est important. Il faut qu'elles acceptent de se former, qu'on ne reste pas sur nos acquis. Moi, amener un fond, donc je fais ça. Acceptez aussi absolument d'innover. Il faut innover. Le mimétisme, je copie, lui, il a fait, ça marche, je fais la même chose. Ça, c'est pas bien. Une activité. Ça, c'est phagocytaire, comme on dit. Donc, ce sont ces actions que je pense qui doivent être mises en place dans l'écosystème entrepreneurial pour pouvoir aider chacune à pouvoir se lancer dans ce domaine. Merci beaucoup, Mafoudia, pour ces réponses qui, je pense, qu'une fois qu'elles seront mises en œuvre, pourront être très bénéfiques, non seulement aux femmes, mais à l'ensemble des acteurs du système. Je vais redonner la parole à mon collègue Fadel, qui a une autre série de questions. Oui, Mafoudia, vraiment merci pour ces réponses qui sont très instructives, qui sont très intéressantes. J'aimerais, parce que vous avez beaucoup parlé de la formation, j'aimerais que vous reveniez un peu sur comment vous aidez les femmes qui veulent entreprendre. En quoi consiste votre travail de coach et comment peut-être d'autres personnes, des jeunes, peuvent vous copier pour aider les femmes qui sont autour d'elles? Alors, déjà, je pars du principe que pour être coach, il y a 2 manières de devenir coach. La première, c'est déjà de faire une formation en coach. Ça existe. Bon, je ne sais pas si ça existe au Sénégal, mais je sais qu'à l'Occident, ça existe, des coachs certifiés. L'autre manière, c'est d'accumuler de l'expérience professionnelle qui vous donne cette expertise et la théorie pour pouvoir la retransmettre à d'autres. Moi, je suis de ce volet. Aujourd'hui, je vends depuis que je suis collégienne. Je crois que peut-être 15 ou 14 ans, je vends. J'adore vendre et j'ai cette fibre commerciale. Je crois que j'ai juste pas vendu un homme ou une femme. Je crois que c'est tout ce que j'ai pas vendu dans ma petite vie. Mais j'aime vraiment vendre, j'aime ça. Et j'ai toujours travaillé dans cet environnement commercial et de distribution, avec tout type de produits, aussi bien dans le luxe que dans les produits bas de gamme. Donc aujourd'hui, ce que je fais, je le maîtrise.
Donc, il faut avoir une certaine maîtrise de son sujet. On ne se lance pas coach parce que voilà, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le métier de coach est devenu une grande tendance. Hein. N'importe qui ne sait pas quoi faire, ou voilà, ils se disent, bon, ah, là, je l'ai vu, elle est passée à la télé, elle a fait ça, donc ça y est, je deviens coach. Non, ce n'est pas ça. Moi, pour me lancer avant d'être coach, je me suis dit, c'est-à-dire que je participais dans des groupes de femmes et je voyais que mes participations suscitaient de l'intérêt. Et à force de susciter de l'intérêt, donc quand tu apportais des réponses, et tu voyais que c'était des réponses qui apportaient quelque chose à la personne. Et in fine, voilà, c'est venu de manière naturelle, seule. Bien sûr, je me perfectionne. Je n'ai pas cette prétention de dire que je suis au top, parce que justement, je suis dans cette volonté de formation. C'est-à-dire que je me dis que le monde évolue de manière perpétuelle. On est dans un monde qui tourne très vite, donc les technologies, les méthodes évoluent. Donc tout le temps, je suis en train de vérifier dans le domaine dans lequel je suis, quelles sont les nouvelles tendances, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y avait il y a 5 ans qui aujourd'hui n'est plus d'actualité. Donc je suis tout le temps, je fais une grande veille technologique, une veille marketing, concurrentielle aussi, parce que je regarde aussi ce que mes collègues font, mais sans trop me focaliser dessus. Parce que je sais que ce que j'apporte, elles ne l'apportent pas. Ce qu'elles apportent, je ne l'apporte pas. Moi, j'y apporte vraiment la condition, la relation humaine. Parce que souvent, parce que aussi j'adore le développement personnel, donc, souvent, mes clientes, ce qu'elles me disent, elles me disent qu'il y a vraiment cette relation humaine. Et je sais que beaucoup ne l'apportent pas, ne l'ont pas, parce qu'elles font peut-être focus sur l'argent et que ce qui est important, c'est peut-être parce que certaines en vivent. Moi, je n'en vis pas encore parce que je travaille, j'ai un emploi et effectivement, beaucoup de clients me disent si tu ne travaillerais pas, tu percerais davantage. Je dis oui, pour l'instant, je suis obligée de jongler comme ça entre mon activité professionnelle et mon activité secondaire que je fais en dehors de mes heures de travail. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai calé, par exemple, j'ai un speed coaching qui commence à 5000. 30 minutes, vous avez des questions à poser et voilà, j'y réponds. 5000, je pars du principe que n'importe quel entrepreneur doit pouvoir investir 5000 pour avoir les réponses d'un coach. Vous voyez? Donc, c'est ça. Mais ce qui est très important, c'est une expertise, une maîtrise de son sujet. Ça veut dire aussi s'informer, regarder dans l'État qu'est-ce qui se passe, regarder, voilà, qu'est-ce qui se passe à l'Occident qui peut être copié, qui peut être adapté à chez nous. Ça demande vraiment un gros travail de recherche. Je vois que vous parlez beaucoup de développement personnel, que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et que vous parlez aussi de la nécessité des femmes de travailler sur leur mental, sur leur capacité intellectuelle. Pourquoi le développement personnel est important? Parce que le mental moïnite. Et le mental, s'il n'y est pas, on ne peut rien faire sur Terre. Ça, pour moi, il faut que ce soit 1 + 1 est égal à 2. Moi, dans ma vie, j'ai rencontré énormément de difficultés à des périodes de ma vie parce que je n'avais pas de mental. C'est-à-dire que je suis partie de rien et je suis arrivée au sommet. Et tout ça, c'est mon mental qui me l'a permis. Tout ça, c'est parce que j'ai lu des livres dans le développement personnel. C'est pourquoi je dis que dans toute activité, hein, aussi bien quand je suis dans le volet RH, parce que je fais aussi du volet RH, accompagnement, recherche d'emploi, des choses comme ça, je commence d'abord par l'état d'esprit. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes qui ont fait des écoles sont au chômage juste à cause de leur état d'esprit? Parce que selon elles, elles sortent de IAM, BEM ou je ne sais pas quoi, et donc elles doivent commencer tout de suite à être responsables ou cadres de je ne sais quoi. Mais vous avez vu ça où? Il faut accepter de commencer par le bas, faire ses preuves et évoluer. Ah non, pas chez eux. J'ai reçu des personnes en entretien, mais tu as vu d'où je viens? D'accord. Et donc, tout ça, c'est le mental. Vous comprenez? D'autres qui se disent que voilà, j'ai postulé, je viens de tel, donc je dois pouvoir avoir. Non, des fois, vous allez en entretien et vous êtes là, oui, je suis soutien de famille, tout ça. Non, l'entreprise qui vous recrute n'a pas besoin de savoir ça. Elle a besoin de savoir si vous avez vos baskets solides pour pouvoir mener une action dans l'entreprise qui va lui rapporter de l'argent. Pas de savoir que vous êtes le soutien de famille, ça, on s'en moque en fait. Donc c'est pourquoi je vous dis le mental est très important. Et c'est vrai qu'au Sénégal,
Sur certains volets, on a un mental qui est fort, mais sur d'autres, on a un mental qui est au secours, quoi. Donc, c'est pourquoi moi, je comme travaille d'abord sur le mental, je vérifie d'abord est-ce que le mental y est, et là, on peut avancer. Comment les femmes qui n'ont pas un niveau d'éducation très élevé Oui. peuvent se développer sur le plan, enfin, du développement personnel? Vous l'avez dit, vous avez lu beaucoup de livres. Oui. Pour une femme qui n'a pas un certain niveau d'éducation, comment faire quand même pour renforcer son mental? Alors, pour renforcer ce mental pour des femmes qui n'ont pas fait des études, il suffit de faire des mises en situation. C'est des exercices, c'est des jeux de rôle où on va tester leur capacité à être comme ça. À être comme ça. Par exemple, quand vous faites un jeu avec la corde et vous avez deux équipes d'un côté, celles qui vont abandonner vite, bon, c'est des personnes qui, voilà, ils ne sont pas persévérantes. Vous voyez? Celles qui vont être les dernières à s'accrocher à cette corde, à vouloir tirer, ça va être des femmes qui vont être obstinées, qui ne vont pas lâcher. Vous voyez? Ça va être juste des mises en situation, des situations où on va leur dire, voilà, il se passe la situation X, Y ou Z, comment tu réagirais? Si une, elle va faire preuve, ou par exemple, à partir d'un objet très simple, on va leur demander, voilà, présente-moi ce produit, ou bien vends-moi ce produit, à partir par exemple d'une bouteille d'eau. Juste de l'eau, vous savez, il n'y a rien. Vends-moi ce produit. Si l'autre, elle va dire, bon voilà, c'est de l'eau, voilà, ça c'est quelqu'un de paresseuse, l'effet de Nantes. Mais si l'autre, elle va essayer de regarder comment elle est la bouteille, comment elle est la couleur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va aller chercher, qui va aller jusqu'au bout, qui va en voir les qualités pour pouvoir le vendre. C'est ce genre d'exercice qu'on va mettre en place pour des personnes qui ne sont pas forcément éduquées. Et on va leur montrer que voilà, tu as ces capacités ou ce mental. Et on va leur dire, leur expliquer, comme ça, elles vont prendre confiance en elles. Ce n'est pas une question d'études. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste une question d'état d'esprit et de comportement. Parce qu'on le voit au Sénégal, on a énormément de chefs d'entreprise, à l'instar des familles Mbouk, des familles, j'ai oublié le nom, celui qui a le... Voilà, de grandes familles aujourd'hui ici au Sénégal, qui sont milliardaires, mais qui sont, alors qu'elles n'ont pas été à l'école, elles ont fait les DARA ou quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas une question forcément d'études, on va dire, françaises ou occidentales. C'est juste une question d'état d'esprit. Encore merci pour ces réponses, Mafoudia. Avant de donner la parole à Mariam, j'aimerais juste poser une question sur les opportunités qu'il y a pour les femmes qui veulent entreprendre. Pour Oui. vous, quels sont les secteurs ou bien les opportunités qui sont sous-exploitées en ce moment au Sénégal? Alors pour moi, le secteur qui est sous-exploité au Sénégal, c'est surtout dans le secteur du service. Parce qu'aujourd'hui, on a les biens, je pense que les femmes ont fait tout, hein, aussi bien dans la cosmétique, fête maison, accessoires, vêtements, ça, tout le monde en vend. Mais aujourd'hui, le sérieux problème, c'est aujourd'hui au niveau des services. Mais pour pouvoir entreprendre au niveau des services, il faut avoir des compétences. Là, ça demande plus des compétences scolaires. Parce que pour pouvoir mettre à disposition un service, il faut aller. Après, au niveau des biens, on en partir vraiment sur le volet transformation des produits locaux. C'est très bien, mais aujourd'hui, je trouve que ce service n'est pas exploité parce qu'on devrait pouvoir exporter nos produits. Et aujourd'hui, on ne peut pas exporter nos produits parce qu'en commençant par le packaging, il ne donne même pas envie d'acheter, en tout cas pas dans les pays occidentaux. Donc aujourd'hui, si ces femmes faisaient un effort au niveau du packaging, tout de suite, ce seraient des produits qui pourraient être exportés et vendus dans les grandes distributions en France, aux États-Unis, voilà, des choses comme ça. Donc, pour moi, vraiment, le secteur des services est sous-exploité. Après, il y a le côté de la santé. Il y a une possibilité de devenir entrepreneur dans la santé. J'ai une de mes clientes que je suis qui a développé en fonction de son métier, elle est sage-femme, qui a développé un centre autour de son métier. Et c'est un centre qui marche très, très bien. Donc aujourd'hui, pour vous dire, on peut devenir entrepreneur à partir de tout. Aussi bien de la santé, une infirmière qui pourrait se lever et développer ce centre. Voilà, tout autour d'un métier. Donc, ce n'est pas ce qui manque. Mais au niveau de la santé, il manque un criard de structures peut-être privées, je ne sais pas, qui permettrait c'est un secteur qui est sous-développé. Après aussi au niveau, voilà, tout ce qui est juridique, mais tout ça, ça englobe tout ce qui est service en fait.
Donc, après, au niveau du tourisme, il y a des choses à faire. Mais le problème au secteur du tourisme, c'est que des fois, ça demande des investissements. Parce que quand on dit tourisme, on peut penser à une maison d'hôte, un hôtel. Alors que non, c'est possible de créer des activités de loisirs en mettant en relation différentes structures et en conceptualisant des concepts en une journée, en une semaine, pour les enfants, pour les femmes, pour les personnes âgées. Ça, c'est possible. Ça, n'importe quelle femme doit pouvoir le faire. Ça permet aussi de développer le tourisme local parce que, bon, avec le Covid, les frontières sont quand même un peu plus limitées qu'avant. Donc, ça permettrait aussi de faire connaître le pays et développer le tourisme local. Oui, si je vous entends bien, il nous faut de l'innovation, de l'imagination pour créer de nouvelles choses. Elles sont déjà là, mais il faut réfléchir pour les moderniser. Exactement, exactement. Je vais passer la parole à Mariam maintenant qui a quelques questions. Merci beaucoup Fadel et Mafoudia pour cet échange très, très, très pertinent et intéressant. Parlons d'innovation et justement de nouveautés. Avec la pandémie du Covid-19, on s'est rendu compte quand même que les femmes ont été beaucoup, beaucoup innovantes. Elles se sont adaptées à la situation difficile. Est-ce que tu peux nous parler un peu par rapport à ça et par rapport aux mécanismes qu'elles ont mis en place justement pour s'en sortir malgré les difficultés? Bon, il y a quand même, il faut dire les choses, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont été impactées. Ça, il faut quand même le noter. Après, celles qui se sont adaptées, bon, ça va être peut-être sur le mode de vente en ligne. C'est vrai qu'avec la pandémie où les contacts étaient plus compliqués, beaucoup de femmes ont transvasé leur activité sur le volet en ligne. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ça bloque aujourd'hui, parce que beaucoup de femmes se sont lancées en ligne, mais en ligne, ça a des codes. Il faut savoir quand poster, il faut savoir comment poster, où poster en fonction de sa cible. Donc, certaines, beaucoup ont des soucis et disent comment vendre en ligne, parce qu'il y a une manière de vendre en ligne. Tous les réseaux sociaux ne sont pas adaptés. Donc ça, ce sont les mécanismes qu'elles ont utilisés, la vente en ligne, les réseaux sociaux. Après, certaines ont aussi développé tout ce qui était site internet, voilà, des choses comme ça. Mais pareil, pour avoir un site internet, c'est compliqué. Ça coûte cher déjà. Et bon, certaines se sont adaptées, d'autres ont dû revoir leur stratégie. On a beaucoup de femmes qui ont arrêté, surtout le secteur traiteur, qui ont été vraiment très touchées parce qu'il n'y avait plus d'événements. Donc, j'en connais une, par exemple, qui était dans l'événementiel et qui a développé carrément une autre activité. Elle a développé tout ce qui était sérigraphie, carte de visite, qui sont des outils qu'on a besoin en tant qu'entrepreneur et qui s'est lancée dans ça. Donc, d'autres ont vu des activités qui étaient complémentaires à leur et donc qui se sont lancés dessus. Donc, voilà, soit ils ont carrément changé de métier en attendant, faisant un stand-by, d'autres ont essayé de retrouver un petit boulot pour ne pas rester comme ça, d'autres ont carrément abandonné leur activité et se sont rabattus sur une autre totalement différente. D'accord. Et tout à l'heure, vous aviez évoqué le point relatif au mental, que ce soit pour les femmes qui ont eu la chance d'être instruites ou pas. Le développement du mental est un peu assujetti, je vais dire, à l'environnement dans lequel les femmes évoluent quand même. Et s'il y en a parmi elles qui sont dans un cocon familial, on va dire, qui est souvent difficile, ça peut être quand même compliqué pour elles de développer ce mental-là, même si elles ont la volonté, même si elles ont la passion. Alors, si tu avais quelques tips, on va dire, à leur donner pour faire de cette conciliation-là de la vie familiale, sociale, professionnelle et entrepreneuriale, quelque chose qui soit en parfaite harmonie, quels seraient ces différents conseils-là? Ce que je leur dirais à ces femmes, c'est d'abord de se connaître. Il faut d'abord se connaître, savoir qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas. Qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Parce que toute personne a ses besoins, ses désirs, ses douze et ses dons, comme on dit. Donc ça, il faut les connaître. Et beaucoup de femmes ne le connaissent pas. Donc après, elles se plaignent. Oui, on m'a fait ci, on m'a fait ça, mais il y a des choses qui sont acceptables et d'autres qui ne le sont pas. Une fois qu'on se connaît et qu'on sait, par exemple, quand je ne suis pas bien ou quand je me dispute avec mon mari ou quand je me dispute avec ma belle-mère, si je fais ça, ça me procure du bien, il faut penser à prendre soin de soi.
Personne ne peut prendre mieux soin de vous-même que votre propre personne. Et c'est très important. Et prendre soin de soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Ça ne veut pas dire tout de suite aller au spa ou quoi que ce soit, mais ça veut dire, par exemple, ça peut être, j'aime bien weird. Voilà, quand je fais du weird, ça me procure du bien. D'autres, ça peut être, j'aime bien faire des pastels. Quand je fais des pastels, ça me fait du bien parce que c'est un moment où je suis concentrée sur faire mes pastels. D'autres, peut-être, c'est bien, j'aime bien me retrouver en bas de l'arbre. C'est parce qu'il y a de l'ombre, parce que je suis seule avec moi-même. Voilà, il y a tellement de moyens aujourd'hui sur Terre pour pouvoir être dans un état de bien-être. D'autres, ça peut être, j'aime bien courir. D'autres, c'est que j'aime bien faire de la marche. D'autres, c'est que j'aime bien être avec des enfants. Donc, on prend tous les enfants du quartier, du village, et on s'assoit avec ces enfants, on rigole parce que les enfants, c'est l'insouciance, et on sort sa tête de tous ces problèmes. Donc, aujourd'hui, c'est important de connaître ce qu'on aime et qu'est-ce qui nous procure du bien. Après, quand on a ces moments d'évasion, c'est nécessaire et ça fait du bien et ça permet de recharger ses batteries. Et quand on recharge ses batteries, on peut mieux affronter les problèmes de la vie et on peut mieux aller de l'avant. Donc, c'est comme ça que je vois. En tout cas, c'est comme ça que je le vis, en fait. D'accord. Alors, on a une question de Berger d'Or qui nous vient du Bénin. Alors, Berger d'Or pense que, avant de venir à sa question, que c'est un peu dédouaner les dirigeants que de se dire que c'est à l'entrepreneur de tout mettre en œuvre pour acquérir ces différentes prédispositions dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Et donc, les États doivent apprendre à rendre service au développement et ça passe par ce renforcement-là en termes de capacité aux jeunes femmes qui sont entrepreneurs, mais aussi aux jeunes. Alors, la question est la suivante. Il demande ce que tu penses des politiques qui sont mises en œuvre par certains États pour réserver un certain marché de pourcentage au marché, un certain pourcentage des marchés publics aux jeunes femmes et aux jeunes qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, tout d'abord, moi, j'ai une philosophie, je n'attends rien de personne. Parce que si j'attends des autres, je n'aurai rien. Ça, c'est sûr. On est dans des pays où on marche beaucoup au piston. Donc, si tu veux prendre toutes tes billes et tu mets ça sur quelqu'un, on n'avancera pas. Donc, moi, ça, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Après, je dis c'est moi. Hein. Ça, c'est peut-être parce que je viens de l'Occident et donc je n'ai pas... À l'Occident, on nous apprend à nous débrouiller par nous-mêmes et ne pas être dans l'attente toujours des autres. Ça, c'est une chose. Donc, si les politiques sont là, c'est bien, tant mieux, il faut en profiter. Mais si la politique n'est pas là, il faut pouvoir se développer par ses propres moyens. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que souvent l'État aide, mais aide-toi et Dieu t'aidera. Commence d'abord par mettre les premiers jalons et ensuite je viendrai t'accompagner. Mais quand tu arrives et tu dis oui, l'État, il faut tout nous donner, non, l'État aussi, ça ne les encourage pas parce qu'ils ne voient pas les premières pierres que tu as posées pour pouvoir mettre en place ton projet. Et aujourd'hui, personne mieux que toi-même doit commencer à mettre en place ton projet. Et eux, c'est juste un accompagnement, ils te rajoutent un petit peu et ensuite ça va. Donc aujourd'hui, en toute honnêteté, moi, je ne m'intéresse pas aux politiques, je m'intéresse à mon potentiel, ce que je peux faire et je puise les forces chez moi. Et c'est comme ça que moi, je coach et que j'accompagne mon personnel, mes clients. Dieu t'a pourvu de certaines qualités, utilise-les et vas-y de l'avant. Et ensuite, tu vas inspirer tellement confiance que d'autres vont vouloir se greffer même à ton projet et vont vouloir avancer avec toi. Donc, c'est ça. Et le problème aussi, c'est que, comme je vous le dis, les politiques de l'État, elles le voient très bien qu'on est dans des sociétés où on attend que tout soit prêt. Ils ne veulent pas, c'est, comme on appelle ça entre-temps, c'est suceurs de sang. Ceux qui sont là juste pour attendre que tout soit prêt. Non. Il y a des choses quand vous leur montrez que moi, j'ai avancé jusque-là, c'est plus facile d'aider quelqu'un qui a avancé que quelqu'un qui attend en croisant les bras et que tu fais tout pour lui. Donc, il y a ça aussi. Et beaucoup d'organismes de subvention n'aident pas parce qu'ils voient carrément que cette personne, elle est là que pour récolter de l'argent, que pour ça. Et après, on n'est même pas sûr que cet argent va être utilisé à bon escient. Parce qu'il y a ça aussi. Quelqu'un qui on donne des financements et après, il faut courir après lui pour aller... il faut lui amener l'huissier pour aller récupérer. C'est pas possible. Oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que même si l'État ne fournit pas tout sur un plateau, on est dans un environnement où il y a quand même des prérequis, que ce soit en termes administratifs, en termes juridiques, en termes financiers, qui ne peuvent être mis en place que par l'État?
Et après, avec les efforts que les entrepreneurs, les femmes notamment, vont faire, elles vont facilement se greffer à cet écosystème-là qui aura déjà toutes les normes, entre guillemets, nécessaires pour leur permettre justement de se développer et d'atteindre leur full potentiel. Je n'ai pas bien entendu. Donc, malgré le fait que l'État ne puisse pas tout donner à ces jeunes femmes entrepreneurs, c'est même pas possible, même si l'État le désirait. Il y a quand même des prérequis en termes administratifs, en termes juridiques, en termes financiers, qui ne peuvent être mis en place que par l'État. Oui, c'est pourquoi j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque ministère devrait avoir une cellule, soit peut-être entrepreneuriale ou soit micro-entreprise, et fournir offrir même des séminaires, des journées, même si c'est une fois dans le mois ou une fois toutes les 2 semaines, où les professionnels de ce secteur viendraient informer la clientèle pour savoir, du moins informer les entrepreneurs sur quelles sont les prérogatives pour chaque secteur. Le ministère de la Justice doit pouvoir avoir une cellule d'information juridique. Vous voyez, le ministère de la Femme doit pouvoir avoir une cellule. Voilà, ce serait comme, je ne sais pas si je pourrais appeler ça une maison de. Voilà, un endroit où les gens peuvent se renseigner gratuitement pour savoir comment ça fonctionne dans le pays, sur le volet juridique, sur le volet fiscal, sur tous les volets qui touchent l'entrepreneur. Ça, par contre, l'État doit pouvoir le faire. Parce que ça ne demande pas grand-chose. Il suffit d'avoir un bureau, une personne qu'on paye. Voilà, ça peut être même peut-être des intervenants qui viennent travailler là-bas de manière intermittente ou temporaire. Et ça permettrait d'aider ces personnes sans qu'elles aient à payer. Il y aurait juste une journée ou dans le mois ou par semaine, je ne sais pas, qui serait allouée pour ça. Les personnes, s'il le faut, viennent prendre rendez-vous, prendre toutes les informations et ensuite tout le travail de recherche est fait par eux. Ça, l'État doit pouvoir le faire. Ça ne demande pas la mer à boire. Hein. En principe, et même dans l'octroi des marchés, il y a une remarque qui a été faite par l'Union des femmes chefs d'entreprise du Sénégal qui est la suivante, c'est que même dans l'octroi des marchés, souvent, les entreprises qui sont dirigées par des femmes ne sont pas prioritaires. Et même si ce sont des entreprises qui sont formelles, formalisées, qui répondent à toutes les normes, en tout cas, qui ont été mises en place. Et ça, est-ce que ce n'est pas quelque chose quand même qui est désavantageux pour les femmes? Si, c'est forcément un frein, ça on n'en dit pas, le contraire. Mais aujourd'hui, bon, quand une porte est fermée, il y a une fenêtre. Donc, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie, on n'a pas oui à toutes les situations. Aujourd'hui, si les marchés de l'État, ça ne marche pas, ce n'est pas grave, il faut développer son activité de manière différente. Il faut essayer d'aller voir au niveau de la sous-région, il faut essayer de voir au niveau des foires, il faut essayer de voir. Je veux dire, les portes de développement de son entreprise, elles sont larges et variées, multiples et variées. Donc, pour moi, bon, c'est vrai que ça facilite. Il ne faut pas oublier que des fois aussi l'État, je ne vais pas dire que c'est des mauvais payeurs, mais avant que vous recouvrez votre paiement, ça prend du temps. Donc moi, je préfère travailler à mon compte et savoir que je vais récupérer mon argent petit à petit que d'aller travailler pour l'État et d'attendre 6 mois avant d'être payé. Ça, c'est pas bon aussi pour une entreprise. Au niveau de sa trésorerie, ça ne le fait pas. Sous prétexte que parce que l'État te prend un gros projet, bon oui, tu vas te faire ça. Non. Moi, je suis et retrouver ma trésorerie. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu penses des structures de financement qui sont mises en place par l'État, comme l'ADER par exemple? Et est-ce que tu as déjà eu à orienter une de tes clientes vers ces structures-là? Alors, oui, c'est-à-dire que, bon, vu la publicité que, par exemple, l'ADER fait, effectivement, j'ai déjà dû suggérer à des clientes essayer de voir auprès de l'ADER et tout ça. Mais j'en fais pas un faire-valoir. C'est-à-dire que moi, comme je vous l'ai dit, moi, je suis pour aide-toi et Dieu t'aidera. Et que je sais que l'ADER, il faut rembourser. Ce n'est pas une subvention, il faut rembourser. Donc aujourd'hui, je me dis, est-ce que tu as la capacité financière, si on te donne ce montant, de le rembourser? Si tu ne me présentes pas un business plan, je ne t'enverrai pas vers l'ADER. Parce que t'envoyer vers l'ADER, c'est amener des futurs problèmes. Je vais te dire, vends d'abord par toi-même, commence à avoir une certaine rigueur financière, commence à utiliser les outils déjà de comptabilité pour savoir être sûr que tu rentres dans tes frais, ne pas confondre son argent et l'argent de l'entreprise, parce que c'est le gros problème aussi avec ces femmes. Elles pensent que c'est le même compte, alors que ce n'est pas le même compte. Donc déjà, si cette personne n'a pas cette rigueur financière dans cette façon de travailler, ça pose problème. Parce que c'est des choses qu'il faut dissocier. Donc,
je le suggère, mais je ne le pousse pas quand même, pour être honnête. Je ne le pousse pas. Parce que pour moi, il faut avoir une certaine solidité, une certaine façon de travailler pour aller se retourner vers ce genre d'organisme. Parce qu'eux, ils sont très regardants. Quand il faut payer, il faut payer. Il n'y a pas midi à 14h. Donc, je ne vais pas pousser une cliente ou une coachée sur une formule où je sais qu'elle ne va pas y vivre. Ce n'est pas adapté à sa façon de faire. C'est pas adapté à sa façon de faire. Et est-ce que tu penses justement que la façon de travailler de ces organismes, que ce soit l'ADER ou bien les instituts de microfinance, contribue un peu à entretenir ce cercle vicieux-là et à accentuer la paupérisation des femmes? Parce que c'est à des taux élevés, il faut rembourser. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est juste que malheureusement, ce sont nos entrepreneurs qui ne sont pas sérieux. C'est aussi simple que ça. Hein. Ils voient que l'argent et ils ne captent pas que cet argent, c'est pour développer leur entreprise. Je vous dis, il y en a certains qui croient que ça y est, j'ai eu un financement de l'ADER, c'est ça y est, je me suis enrichi. Ce n'est pas ça. On t'a donné ça pour que tu puisses l'investir dans ton projet parce que tu as fourni un business plan. Tu dois le fournir dans ton projet. Mais si ton business plan, il est bien fait, si tu suis bien la stratégie que tu as mis dans ton business plan, tu dois forcément pouvoir rembourser. Vous voyez? Donc, et le remboursement ne se commence pas à partir de la date. Quand je dis, c'est-à-dire que oui, il y a une date à partir de laquelle tu dois rembourser, mais toi, dans ton business, tu dois commencer déjà à pouvoir mettre de côté un petit peu cette provision de dette. Vous voyez? Mais ça, nos entrepreneurs, ça y est, ne le savent pas. Et c'est ça le gros problème. Ce ne sont pas ces organismes de microfinancement qui entraînent la paupérisation parce que quand on signe le contrat, on sait à quoi on s'attend. On ne peut pas faire semblant. Mais ils sont obnubilés par l'obtention de cet argent au point où ils oublient que cet argent doit être remboursé après. C'est ça en fait. C'est plutôt, comme je dis, le mental et le comportement de ces entrepreneurs qui les amènent à cette paupérisation. D'accord. Et comment justement faire pour contourner ces institutions si on sait déjà que la personne n'est pas en mesure de respecter les engagements? Si on a un projet, par exemple, qui est taillé à 5 millions, ce serait certainement difficile pour l'entrepreneur d'avoir 5 millions de son côté. Donc, la seule alternative qui s'offre à elle serait certainement d'aller vers l'ADER ou bien vers les instituts de microfinance. Est-ce qu'il y a des stratégies qui peuvent être mises en place pour avoir ces 5 millions sans pour autant passer par ces instituts? Bon, si vous avez de la chance et que vous connaissez quelqu'un qui peut vous prêter, oui, de manière amicale, familiale, oui, ça c'est possible. Mais c'est quand même rare, il faut dire les choses. Hein. Sinon, il y a des systèmes de tontines ou de GIE qui sont mis en place, de regroupement de femmes, où elles se cotisent, elles font peut-être obtenir 5 millions dans une tontine, c'est compliqué, où il faudrait être extrêmement nombreuses pour pouvoir avoir ces 5 millions. Sinon, il faut accepter de commencer petit. Tu commences petit. Quand tu arrives à retrouver ton capital et que tu as un peu de bénéfice, ce bénéfice, il faut l'épargner. Tu l'épargnes et après, tu réinvestis ce capital. Tu reprends une partie de ton bénéfice, pas sa totalité, tu le réinvestis, tu achètes plus grand, tu vends et surtout, éviter les crédits. Parce que le gros problème dans ces femmes entrepreneurs, c'est de vendre à crédit. Et elles ne comprennent pas que vendre à crédit, c'est le pire dans une activité. Vous voyez? Moi, je pense que c'est juste accepter de commencer petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Et ensuite, à partir de là, il ne devrait pas y avoir de soucis. C'est comme je le vois, en fait. D'accord. Et toi, à ton niveau, en tant que coach, s'il arrivait à un moment que tu aies des financements qui soient disponibles, est-ce que tu financerais quelqu'un qui a déjà démarré son projet et qui a déjà franchi certaines étapes, ou bien tu préférerais financer quelqu'un qui démarre à zéro, ou bien juste de commencer? Les deux, parce que des fois, on a des femmes qui me contactent, qui débutent. Et des fois, j'ai des femmes qui ont bien mené leur projet, mais qui sont bloquées parce que peut-être il leur manque leur stratégie, des choses comme ça. Et un petit coup de pouce ne leur fait pas de mal parce qu'une idée que je peux leur donner peut faciliter, mais des fois, elles ont peut-être besoin d'acheter ou de payer un sérigraphe ou bien d'acheter un produit complémentaire qui va donner une autre dimension à leur projet. Donc, moi, ce dont je suis sûre, si j'avais des financements, je financerais des femmes entrepreneurs, où je développerais des formations beaucoup plus accessibles, où j'organiserais un grand salon, un grand séminaire où toutes ces femmes viendraient,
voilà, comme à l'instar, comme on voit aux États-Unis, comme dans les talk shows avec toutes ces femmes, voilà, pour les motiver, pour leur donner, voilà, tout avec l'humour qu'il faut. Mais c'est surtout ce que je souhaite, c'est je veux des femmes qui ont un mental. Je veux pas des femmes qui sont là en train d'attendre ou qui soient là en train de pleurnicher dans... Non, ça, c'est pas possible. Parce que j'ai ce côté très cash et je dirais non, écoute, ma chérie, c'est pas possible. il faut que tu relèves ton mental et après, on peut parler. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai connu, comme je dis, j'ai connu le fond plusieurs fois dans ma vie. Et pourtant, j'ai bien commencé ma vie. Je n'ai manqué de rien étant enfant ou quoi que ce soit. Et quand j'avais des difficultés, je n'allais pas frapper à la porte de mon papa ou à la porte de ma maman pour leur dire oui, viens m'aider. Je me suis développée avec mes propres moyens, avec ce que j'avais à ma disposition pour pouvoir redevenir celle que j'étais. Donc, je pars du principe que si moi, Dieu m'a pourvu de ça, il peut forcément le pouvoir à une autre. D'accord? C'est vrai qu'on a des vécus différents, c'est vrai que d'autres ont vécu de réels traumatismes. Donc, dans ce cas, il faut qu'elles se fassent aider. Il faut vraiment, des fois, c'est nécessaire de se faire aider. Et que, comme on dit, les psychologues et les psychiatres, c'est pas que pour les blancs, c'est pas que pour les fous. Il faut des fois aller se faire aider pour pouvoir retrouver son mental et pour pouvoir après affronter la vie. C'est très important. Retrouver son mental pour pouvoir affronter la vie. Alors, c'est ainsi que se termine la série de questions que nous avions. Si tu avais un dernier mot à donner, ce serait lequel? Alors, ce serait entreprenez. Entreprenez, parce que regardez, moi je suis salariée, je ne me plains pas, comme on dit, mais j'entreprends. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son cou. Comme ça, on est dépendant de personne et on est sous la subordination de personne, on va dire. Donc, si ce n'est pas à gauche, c'est à droite. Si ce n'est pas rouge, c'est blanc. Donc, n'hésitez pas à entreprendre, mais innovez. Ne copiez pas, ne plagiez pas, innovez et renseignez-vous et formez-vous. Moi, c'est les 3 mots que je dirais, hein, parce que ce sont 3 mots qui sont chers à ma personne, que je m'applique moi-même. Hein. Donc, voilà tout ce que je pourrais dire. Et puis, se renseigner aussi sur ce qui se passe dans le monde. Voilà, avoir ce côté très veille, curiosité pour pouvoir. Ça aide dans l'innovation, en tout cas. D'accord. Merci beaucoup, Mafouja, pour la disponibilité et cette grande générosité dans le partage. Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont suivis. Juste vous rappeler que nous avons sur notre page du projet, sur le site de Wati, www.wati.org, une série d'entretiens qui est déjà en ligne sur la question de l'accès des femmes aux ressources économiques que vous pourrez aussi retrouver sur notre playlist sur Facebook. Alors, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil et vous verrez d'autres partages d'expériences qui sont tout aussi intéressants les uns que les autres. Et dans les semaines à venir aussi, nous allons avoir d'autres Facebook Live avec d'autres femmes qui, elles aussi, vont partager leur expérience sur différentes questions qui nous concernent toutes. Merci beaucoup et excellente fin de journée. Au revoir.